Comme celui des énergies fossiles ou le contexte géopolitique qui concerne leur extraction, le domaine de la santé, particulièrement lucratif, est gangréné de propagande mensongère ou inexacte. In 1961, the Single Convention Treaty. To be recognized as a member of the United Nations, a country must agree to prohibit hemp use to their people. Well, now comes the 1960s. Reports coming from everywhere about hemp's ability to heal or to help many medical conditions. Asthma, glaucoma, pain relief, lowering blood pressure, etc., etc. Now we move to the 1970s. The results of most of the medical research regarding hemp that was done in universities was confiscated by the U.S. government. Why would they do such a thing if they were not trying to hide something? On a quand même derrière nous 40 ans de propagande, et d'une propagande extrêmement forte qui laisse à penser que les drogues sont dangers pour la jeunesse. La loi de 70 a été prise en urgence, dans une période de grande peur pour la jeunesse, mais aussi de grande peur de la jeunesse qui se révoltait, qui manifestait, qui était en train de faire le mouvement hippie, la guerre du Vietnam, etc. Cette loi est totalement obsolète. Et elle est toujours en vigueur. Et c'est pas pour rien lorsqu'il y a eu, à chaque fois qu'il y a des commissions qui réfléchissent aux politiques sur les drogues, que les compagnies pharmaceutiques et les compagnies d'alcool sont là pour faire des grands rapports en disant que ce serait épouvantable de amener ces drogues-là sur le marché. Mais eux, ils savent que ça séparerait le marché. Je veux dire, de la même façon que c'est pas parce que le cognac, le gin, la bière existent qu'on amène les trois d'une soirée, on en choisit un. En 1913, John Rockefeller, patron du trust pétrolier Standard Oil Company, crée la fondation soi-disant philanthropique Rockefeller. Il va organiser grâce à cette fondation le contrôle stratégique du secteur de la santé aux États-Unis. Les dons de la fondation sont destinés uniquement aux hôpitaux et aux écoles médicales. Ces institutions sont devenues les missionnaires d'une nouvelle sorte d'entreprise. Les fabricants de médicaments synthétiques brevetés qui s'imposeront sur le marché au cours du XXe siècle. En 1925, en Allemagne, les multinationales Bayer, BASF et Hoechst se regroupent au sein du trust IG Farben. Ce groupe, effrayé par l'ascension fulgurante des Rockefeller, a permis l'arrivée d'Hitler au pouvoir en finançant sa campagne. Le futur Führer avait promis à ses mécènes d'envahir le monde par les armes. Grâce aux millions investis, Hitler se fait élire, transforme la démocratie allemande en dictature et lance bel et bien une guerre de conquête. Dans chaque pays envahi par l'armée nazie, les premières actions consistent à piller les industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques pour les offrir à l'empire IG Farben. La SS teste les substances brevetées d'IG Farben sur les prisonniers des camps de concentration. Et elle est grassement rémunérée par le groupe allemand pour ses expériences inhumaines. Ce groupe d'industriels à qui nous devons partiellement l'Holocauste du siècle dernier mérite donc l'appellation de cartel. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les actions IG Farben sont absorbées par les trusts Rockefeller, Rothschild et JP Morgan.
Les Rockefeller ont largement contribué à la création de l'OMS, en la finançant dès le début. L'Organisation mondiale de la santé est largement influencée par le cartel pharmaceutique. Son objectif est de développer l'industrie du médicament dans le monde et de protéger les intérêts pharmaceutiques. Derrière le business pétrolier, l'industrie de la maladie réalise plus de profits que n'importe quel autre secteur. Il faut plusieurs millions d'euros pour financer les études et autorisations de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Le péché de la toxicomanie est celui d'une société décadente. Il nous faut des moyens pour éradiquer le fléau de la drogue, pour venir à bout de cette épidémie. Il nous faut une solution finale. À tous ceux qui leur vendent ce poison infâme, nous les exterminerons. On sait, le cannabis, c'est effectivement un danger sur la route. Mais ce danger est inférieur à celui de l'alcool à dose légale, je le redis. Or, l'usage de cannabis au volant est puni de 2 ans de prison. De 2 ans d'emprisonnement. Pourquoi l'usage de cannabis au volant, qui est moins dangereux que l'usage à dose légale, est puni de 2 ans d'emprisonnement, alors qu'en dessous de 0,5 g, on a le droit de le faire. L'alcool au volant est condamné aussi. Non, pas au-dessous de 0,5 g. Donc pourquoi? Parce que fumer du cannabis chez soi, c'est 1 an de prison. Donc il fallait bien que ce soit plus. Donc on voit bien comment une loi, dont on nous dit elle est anodine, puisqu'elle n'est pas appliquée, entraîne en conséquence toute une série de mesures totalement absurdes. Et qu'on est dans un monde kafkaïen où on se retrouve avec des lois dont plus personne ne peut les justifier. Il y a bien un moment où il va falloir revenir en arrière. On va se retrouver avec le cannabis, avec 13,5 millions de personnes qui disent en avoir consommé, pas très loin de la situation des États-Unis au moment de la prohibition de l'alcool. Ça pose trop de problèmes. On n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. Non, je peux pas. Si c'est vraiment une guerre que nous menons contre la drogue, certains membres de nos familles sont par conséquent nos ennemis. Et je ne sais pas comment on peut se battre contre sa famille. Refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Le CIRAD est un lobby français déguisé en centre de recherche. Sur son dictionnaire des sciences animales, on peut aisément comprendre comment les spécialistes en communication influencent de nombreux domaines, sciences, politique, recherche ou éducation. Ici, le chanvre indien est défini comme toxique et disposerait de vertus médicinales seulement pour les patients qui suivent une chimiothérapie. I've seen people ingest 60 grams in 30 days and cure their terminal cancer in a month. Now we have seen this, and more than once. Mais pourquoi? Vous vous demandez pourquoi le cannabis a-t-il un effet sur le cancer? La réponse peut se résumer en un seul mot, les endocannabinoïdes. Cela peut paraître étrange, mais nous sommes tous nés avec une forme de cannabis dans notre corps. Il s'agit du système endocannabinoïde. Le système endocannabinoïde affecte plusieurs processus physiologiques. Ce système complexe module l'entrée d'énergie, ainsi que le transport, le métabolisme et le stockage des éléments nutritifs.
C'est une collection de composés totalement naturels. Les endocannabinoïdes sont la marijuana naturelle de l'organisme et sont impliqués dans la plupart de nos cellules et structures. Ils contrôlent une variété de fonctions des systèmes nerveux, circulatoires, reproducteurs et immunitaires. Les messagers endocannabinoïdes aident les cellules à communiquer. Normalement, ils protègent les cellules saines tout en éliminant les cellules cancéreuses. Tous les animaux ont un système nerveux composé des mêmes éléments. Un grand nombre de cellules neuronales portant des signaux électriques. Là où les cellules se rencontrent, ces signaux sont transmis à un récepteur dans la cellule suivante par le biais d'un messager chimique appelé neurotransmetteur. Dans le cerveau, il existe différents types de neurotransmetteurs. La dopamine et la sérotonine en font partie. Tous les animaux, rongeurs, poissons, éléphants, humains, ont hérité de cette structure de base qui a participé au développement des premiers mollusques et invertébrés durant des centaines de millions d'années. Oui. Et ça guérit? Non, mais ça occupe. Et pendant ce temps-là, on pense à autre chose. Par contre, les pharmaciens voient s'ouvrir l'âge d'or, car selon la plus abominable des logiques, le malheur des uns continue à faire le bonheur des autres. Dans la pharmacratie instaurée au cours du XXe siècle, le bien public justifie la prohibition de plantes populaires, la ségrégation des populations les plus pauvres, le gaspillage des fonds et des forces publiques, l'endoctrinement vaccinatoire et la chasse acharnée contre toute nuisance au monopole des brevets pharmaceutiques. Now you should understand why the pharmaceutical industry is so afraid of hemp medicine. If the public has free access to this medicine, in most cases, we will no longer need medicine from drug companies. Eh bien, je crois que le public a pris conscience qu'on était quand même gouverné par des mafieux, que les laboratoires pharmaceutiques étaient vraiment des bandes de gangsters et qu'on nous vendait n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Nous pouvons dire non. On peut refuser d'acheter toute la cochonnerie qu'on nous vend. Ça va être une véritable révolution. Mais pas une révolution avec des armes. C'est pas avec des fusils qu'on va réussir. C'est en disant non. Mais il faut pas non plus croire que chaque fois qu'on fait des pétitions et autres, on obtient des résultats efficaces. Vous savez, quand on a affaire aux gros lobbies, ils sont têtus comme des mules et s'ils n'arrivent pas à passer par une voie, ils passeront par une autre. S'ils ne peuvent pas le faire par la science, ils s'aperçoivent qu'ils ne peuvent pas, parce que les vrais scientifiques sont quand même avertis de ces choses-là, eh bien ils passent par la politique. Et comme tous les politiques sont achetés, tous tant qu'ils sont, c'est pas forcément par l'argent, hein, mais c'est le pouvoir, ils ont un tel goût du pouvoir qu'ils se disent que s'ils contre ces gens-là, ils perdront leur pouvoir. Et tout plutôt que perdre leur pouvoir. Et quand on entend tous les hommes politiques vous dire moi je fais de la politique pour sauver la France par amour pour mon pays, je ne crois pas qu'il y ait grand monde qui les croit encore. Le cannabis séché est illégal. Pourtant, si une multinationale broie cette herbe pour l'extrait, créer du THC synthétique, le combine avec de la gélatine, de la glycérine, de l'oxyde de fer, du dioxyde de titanium, le vend aux docteurs et aux hôpitaux sous le nom de Sativex ou Marinol et rend une poignée d'actionnaires fortunés encore plus riches, alors il est autorisé. Alors le médecin chinois, il a vachement intérêt à ce que les gens se portent bien parce que c'est les bien portants qui le payent. Les malades, ça lui bouffe son temps, ça lui rapporte pas un rond. Alors s'il a trop de malades, il est ruiné le mec. Et puis les gens disent, il a beaucoup de malades, c'est un mauvais, on va pas chez lui. Ici c'est le contraire. Plus il a de malades, plus il est respecté le mec, plus il gagne de fric. Il y a plusieurs sortes de médecins. Il y a ceux qui croient ce qu'on leur dit. Parce que quand ils rentrent chez eux le soir, ils sont abonnés gratuitement, et la plupart du temps, au quotidien du médecin, qui est une vitrine de publicité pour tous les laboratoires. Donc ils avalent ça, ils n'en sortent pas, ils sont complètement conditionnés. Ensuite, il y a les médecins qui savent très bien ce qui se passe, qui ne vaccinent pas leurs enfants, qui ne se vaccinent pas, et qui ne veulent pas le dire parce qu'ils savent qu'ils seraient renvoyés immédiatement du Conseil de l'Ordre. Ça, c'est aussi très très important, il y en a une grande quantité. Vaccinez-vous contre la grippe. Ah, vaccinez-vous, 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 vaccinez-vous. Vaccinez-vous, bordel! Faudra-t-il laisser 30 années de plus les chiens de garde parler pour nous et agir à notre place?